Bonsoir, bienvenue à vous tous dans le programme de ce mardi sur votre chaîne New World Info. Nous commençons avec le décryptage. Nous nous intéressons ce soir à l'Égypte où un groupe de 28 personnes accusées d'avoir voulu renverser le régime ont été renvoyées devant un tribunal. Nous en parlons avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Le procureur public égyptien a annoncé dans un communiqué dimanche avoir renvoyé devant un tribunal spécial 28 personnes accusées d'avoir formé un groupe en vue de renverser le régime. Les suspects, dont 9 sont détenus, sont poursuivis pour avoir créé le Conseil égyptien pour le changement, une organisation considérée comme illégale d'après le procureur Nabil Sadek. Mamadou Diouf, est-ce que nous sommes dans le schéma qu'on connaît aux États africains des coups d'État imaginaires? En tout cas, pour le moment, on n'a pas donné des éléments qui permettent de voir un coup d'État. D'autant plus qu'on parle de l'Égypte. Oui. Un pays qui, sur le plan militaire, tout le monde sait comment il est organisé, dirigé par un militaire également. Donc, s'il faut faire un coup d'État en Égypte, sur le plan militaire, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas n'importe quel groupe qui va pouvoir le faire. Est-ce que ces gens voulaient faire un coup d'État? Ou bien est-ce que ces gens sont simplement des partisans du changement, comme l'indique le nom que le procureur lui-même a donné? Ils ont parlé de conseil pour le changement. Est-ce que c'est un changement démocratique que les gens veulent? Est-ce que c'est un coup d'État que les gens voulaient faire? Je dois dire que nous n'avons pas encore été édifiés par rapport à ce coup d'État-là. Mais est-ce que ce n'est pas une situation qui montre que le président égyptien Al-Sisi est hostile à toute opposition? Mais il dépasse hostile à toute opposition. Rappelez-vous qu'il vient de gagner des élections, mais tout le monde a vu ce qui s'est passé. Tous les candidats sérieux ont été supprimés par le pouvoir lui-même, ou d'autres se sont rendus compte qu'on ne les a pas éliminés, mais s'ils participent, ils vont servir de faire valoir. Ils ont décidé de ne pas aller aux élections. Jusqu'à ce que pratiquement à un mois des élections, on s'est retrouvé avec un seul candidat aux élections. C'était le président Al-Sisi lui-même. Et finalement, c'est un de ses farouches alliés qui s'est transformé en opposant pour devenir candidat avec une campagne bidon pour que lui, il passe. Mais si même il n'accepte pas que les gens soient candidats pour devenir président de la République, imaginez s'il voit quelqu'un qui dit qu'il veut faire un coup d'État, ne parlons pas de celui-là, parce que parmi ceux qui avaient simplement déposer leur candidature, même pas déposer, annoncer leur candidature, il y en a qui sont actuellement en prison, pour avoir été candidat contre lui. Donc s'il trouve quelqu'un qui dit qu'il veut faire un coup d'État contre lui, il est clair que celui-là également aura au moins la prison. Alors, pour ces 28 personnes, quels sont véritablement les motifs sur lesquels repose leur accusation? En fait, la question que les gens se posent aujourd'hui, c'est que malgré que le président Al-Sisi a fait un mandat, les Égyptiens vivent dans la difficulté. Et ça, c'est depuis la fin du règne du président Hosni Moubarak. Quand comment il s'appelle encore Morsi, quand le président Morsi est arrivé, il a été le premier à gérer ses conséquences parce que l'Égypte, dans les problèmes, s'est rapprochée du Fonds monétaire international. Et tout le monde connaît le Fonds monétaire international. Quand ils arrivent dans un pays, c'est les populations qui payent le plus fort. Et c'est ça qui s'est passé en Égypte en 2016. Et c'est ça qui continue jusqu'à présent. Donc les populations égyptiennes aujourd'hui sont dans le désarroi. De sorte que ce n'est pas ceux-là qu'on accuse de faire un coup d'État seulement qui ont été arrêtés. Il y a d'autres militants de la société civile qui ont été arrêtés parce que le président craint que ce qui s'était passé avec le président Hosni Moubarak ne se répète. Les gens s'étaient soulevés parce qu'ils n'en pouvaient plus. Et aujourd'hui, c'est exactement la même situation. Les prix sont en train de grimper. Les Égyptiens ont de plus en plus du mal à pouvoir vivre de façon normale. Donc, on ne veut pas un groupe qui pourrait être le groupe à partir duquel on va fédérer les populations pour éventuellement faire des révoltes et renverser le régime qui est en place. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ces 28 personnes sont dans une situation plus ou moins de manifestation légale? En principe, ils sont sur une base de manifestation légale. Est-ce qu'ils ont déposé au niveau du ministère de l'Intérieur pour avoir une autorisation ou pas? Je ne sais pas. Mais on ne nous a pas montré, parce que quand quelqu'un prépare un coup d'État quand même, je ne le vois pas en train d'annoncer déjà, j'ai fait un comité, le comité s'appelle tant, nous voulons le changement. Généralement,
un coup d'État, ça ne surprend pas seulement celui qu'on veut enlever, mais ça surprend même les autres éléments de la population. On n'annonce pas un coup d'État. C'est ça qui pose un peu problème ici. D'autant plus que, pour ce qui est de l'Égypte, ce n'est pas la première fois que quand on veut éliminer des gens, quelle que soit la raison, qu'on les accuse d'avoir fait un coup d'État, d'avoir fait ceci, d'avoir fait cela. Depuis Hosni Moubarak, c'est comme ça que les Égyptiens vivent. Pour ceux qui sont habitués, il n'y a rien de nouveau en la matière. C'est du déjà vu N fois dans ce pays, malheureusement. Alors, en tout cas, le procureur les accuse d'avoir porté atteinte à la Constitution, aux lois, à l'unité nationale, d'avoir diffusé de fausses nouvelles en Égypte et à l'étranger. Est-ce que c'est des gens qui sont connus et qui ont mené des actions bien précises? Mais bien sûr. Les fausses nouvelles, c'est quoi? C'est des gens qui disent c'est quoi la réalité du pays. C'est des gens qui disent que les Égyptiens souffrent. Oui. Maintenant, bien sûr, quand on le dit par rapport à un président qui se montre comme un sauveur, alors que lui-même, il ne faut pas qu'on l'oublie, il est arrivé au pouvoir par un coup d'État. Oui. Bien qu'on n'aime pas qu'on prononce le mot coup d'État, il a fait un coup d'État sanglant même, puisque à Rabat al-Adawiya, il y a eu au moins 1000 morts dans un seul espace. Donc, il n'est pas un exemple en la matière. Et quand vous regardez jusqu'à présent, les rapports de Human Rights Watch, les rapports des organisations des droits de l'homme de façon générale, de International Crisis Group, mais chaque année, l'Égypte est épinglée sur les questions de droits de l'homme, sur les questions de liberté démocratique, sur les questions de liberté de manifestation. C'est-à-dire, vous avez quelqu'un qui est là, soutenu aujourd'hui par un certain nombre de puissances, parce que l'Égypte est un très bon marché pour eux sur le plan militaire, l'Égypte est un très bon allié stratégique dans le monde arabe, l'Égypte est un très bon allié stratégique par rapport à Israël. On est en train d'accepter au président égyptien, mais ce qu'on n'a jamais accepté à nos autres présidents qui sont au sud du Sahara. Quand quelqu'un fait un coup d'État et qu'on en arrive même à ne pas vouloir prononcer le mot coup d'État, on est allé très loin. Et le président a sa nouvelle politique actuellement, ce qu'on appelle la nouvelle Égypte, qu'ils sont en train de développer. Ils ont élargi le canal de Suez, qu'ils ont inauguré l'élargissement en grande pompe. Ils ont racheté les 2 sous-marins que la Russie avait commandés à la France. Mais est-ce que c'est ça la priorité des Égyptiens? Maintenant, c'est pourquoi on ne veut pas entendre les Égyptiens gémir. Parce que ce qu'on montre de l'extérieur, c'est une Égypte qui est en avance, c'est une Égypte qui va vers de l'avant, c'est une Égypte même qui va vers la conquête du reste de l'Afrique, alors que les Égyptiens se retrouvent dans des problèmes. Est-ce qu'il fallait acheter 2 sous-marins nucléaires ou bien il fallait s'occuper du minimum chez les populations égyptiennes? Et ça, bien sûr, ils ne veulent pas que les gens le disent. Et quand on le dit, ça ne ternit pas l'image du pays, parce qu'il ne faut pas qu'on nous trompe également. Ce n'est pas l'image du pays que ça ternit, ça montre simplement que ceux qui sont en train de gérer ne semblent pas savoir où se trouve la priorité. Alors, on est quand même, ne l'oublions pas, dans cette Égypte qui a réussi à renverser Hosni Moubarak. Les Égyptiens sont aussi résignés? Résignés, je ne le crois pas. Mais ils sont en face d'un régime véritablement militaire sans tenue. On l'a vu avec les premières élections que le président Al-Sisi a organisées après le coup d'État. On est allé jusqu'à décréter un jour férié, fermer les grands magasins pour obliger les gens à aller voter. Malgré tout, ils ont obtenu 47% de taux de participation. Les dernières élections, ils sont allés directement à 3 jours. Ils n'ont pas pu obtenir 47% de taux de participation. Ce qui veut dire que les Égyptiens sont là où ils étaient au moment où ils organisaient les élections pour obtenir son premier mandat. Mais aujourd'hui, impossible en Égypte de dire je ne suis pas d'accord. Même pendant la campagne, c'était ridicule. Les journalistes sont allés pour essayer de chercher un Égyptien qui va dire je ne suis pas d'accord. Il était difficile d'en trouver parce que si tu le dis, tu sais immédiatement ce qui t'attend en termes de conséquences. En ce moment, ce n'est pas que ça va bien, puisque personne ne dit que ça ne va pas. Mais c'est que personne n'ose dire que ça ne va pas, parce que quand tu le dis, tu risques d'avoir des problèmes. Pendant la campagne, des dizaines de journalistes avaient été emprisonnés, tout simplement parce qu'ils ont eu le courage d'aller prendre un aspect sous tel angle qui ne satisfaisait pas le pouvoir. Ils se sont retrouvés en prison pendant la campagne électorale. Alors, on est clairement dans un régime militaire, mais ce n'est pas le premier régime militaire qui dirige l'Égypte. En fait, il n'y a eu que des régimes militaires en Égypte. Quand on lit la littérature concernant l'Égypte et l'Algérie en particulier, il y a cette boutade qui est quand même extraordinaire. Le gars dit, chaque pays a son armée. En Algérie et en Égypte, l'armée
à son pays. C'est-à-dire que même quand c'est un civil qui est là, comme c'est le cas, parce qu'il n'est plus considéré comme un militaire en bonne et due forme, quand on regarde le fonctionnement, on a véritablement un fonctionnement militaire. Souvent, on a donné comme excuse la question de l'insécurité, la question de ceci, la question de cela, mais ce n'est vraiment pas une raison suffisante. On est en face d'un régime qui pose d'énormes problèmes par rapport aux libertés démocratiques de façon générale et qui est régulièrement épinglé par les organisations des droits de l'homme sur plein de questions, mais l'Égypte intéresse sur le plan multilatéral et sur le plan bilatéral. Ça fait que certains se taisent, alors qu'il y a beaucoup de difficultés en Égypte aujourd'hui. Alors, le président Al-Sisi est dans la crainte de nouveaux mouvements sociaux, mais est-ce qu'il montre des signaux de quelqu'un qui a envie de répondre aux attentes des populations? Malheureusement, non. Parce que c'est ça la difficulté. Lui, il voit très loin. Quand on regarde ce qu'ils appellent la nouvelle Égypte, quand vous regardez les images qu'ils montrent, ils sont en train de créer une nouvelle capitale qui est en train même d'être contestée par les urbanistes égyptiens qui disent que bon, ce n'est pas comme ça que ça se fait, où on va déplacer tous les ministères. Mais il y a tout un espace dans le désert qu'ils sont en train de construire. Quand tu regardes, c'est monumental. Mais quand on pose la question aux Égyptiens, leur problème ne se trouve pas là-bas. Leur problème se trouve ailleurs. Donc on a comme un Napoléon qui est là, qui veut laisser des monuments. Mais bon, comme dit quelqu'un, on ne mange pas les monuments. Quand on gère une population, il faut savoir d'abord régler les besoins primaires. Les gens ont besoin de pouvoir habiter. Trouver où loger est un problème en Égypte. Les gens ont besoin d'aller à l'école, de se soigner, de pouvoir se nourrir et de pouvoir le faire avec les moyens qu'ils ont. Et cela n'a pas encore été réglé au niveau de l'Égypte actuelle, puisque même la monnaie locale avait été dévaluée en novembre 2016, et il y a l'effet de cette dévaluation qui est là sur le renchérissement des coûts de certains produits qui ne viennent pas d'Égypte, qui viennent de l'extérieur. Donc les populations sont en train d'attendre à la base d'avoir un minimum d'abord, avant qu'on ne les emporte vers un rêve qui pour eux est actuellement très lointain par rapport aux réalités qu'elles vivent. Et jusqu'à quand va-t-il pouvoir contenir le mécontentement des Égyptiens? On se rappelle, tout le monde disait Hosni Moubarak est un militaire, ça ne peut pas arriver, et c'est arrivé. Oui, je crois que c'est aux dirigeants aujourd'hui de tirer une leçon toute simple. On le dit tout le temps. On peut tromper les gens pendant longtemps, mais on ne peut pas tromper les gens tout le temps. L'expérience est là. Le président Blaise Compaoré est parti. Le président tunisien Ben Ali est parti. Hosni Moubarak est parti. D'autres vont également partir. Et de façon générale, personne parmi eux ne saura par où il va partir, sauf s'il accepte le jeu démocratique. Et en ce moment, que les gens le veuillent, ils le gardent. Que les gens ne le veuillent pas, ils le font partir par les jeunes. Si ce n'est pas le cas, les explosions au niveau des populations, souvent personne ne prévoit. On voit une petite affaire, parfois même qu'on néglige, mais qui prend de l'ampleur. On l'a vu avec le boycott au Maroc, parti sur les réseaux sociaux, qui est devenu un phénomène d'État. Il y a même un ministre qui a démissionné à cause de ce boycott. Pourtant, il n'y a pas quelque chose de structuré à la base. Il faut que les gens comprennent que les populations ont une autre conscience aujourd'hui et les Africains, de façon générale, ne veulent plus être gouvernés comme ils l'ont été pendant 50 ans, parce que cela n'a donné aucun résultat. Amadou Diouf, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. La pause. Après l'invité de ce mardi.